Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'étude que nous nous proposons dans cette thèse est de traiter les rapprochements entre deux pensées philosophiques, l'une française, celle d'Auguste Comte, et l'autre écossaise, celle de David Hume. L'objet de cette thèse est l'examen de deux théories philosophiques qui se sont attaquées à la métaphysique ou à la philosophie abstruse, comme le dit Hume, à ces divagations et qui se sont adossées à l'apport de la physique newtonienne. Faisant de l'expérience leur fondement, les deux philosophies ont engagé la remise en cause de tout idéalisme subjectiviste qui prend source soit dans l'innéisme de Descartes, soit par la suite, et ceci pour Comte, dans la pensée transcendantale de Kant. L'empirisme, bien que critiqué par celui-ci dans la première leçon de cours de philosophie positive, a constitué un fondement au positivisme. Comte lui-même renvoie à certaines thèses de Hume qu'il fait siennes et ce depuis ses écrits de jeunesse. Un premier point de rapprochement initial est à relever entre les deux philosophes, c'est celui de la naturalisation du social qui fait de l'homme un corps ancré dans le monde de l'expérience, de ses passions, de ses désirs et de ses habitudes qui tendent à les régler par des opinions, ou esprit d'ensemble qui se perfectionne à travers l'histoire. Cette approche anthropologique se révèle dans le fragment de 1819, séparation générale entre les opinions et les désirs. Par ailleurs, une pensée de l'histoire prend forme chez Comte dont l'inspiration première trouve sa source chez Condorcet mais aussi chez Hume. Comte a lu l'histoire de l'Angleterre, 1754 à 1762, qu'il cite dans la sommaire appréciation de l'ensemble du passé moderne, 1820. L'influence de Hume sur Comte se manifeste depuis sa jeunesse. Elle se manifeste clairement dans les écrits de jeunesse et le système de politique positive. Nous le voyons dans ce dernier livre, dire qu'il appartient à l'école de Hume. Avant la formulation de sa conception des trois états de l'esprit Comte, dans le plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, il renvoie à Hume qui appelle au dépassement d'une histoire événementielle pour lier le changement social à l'avancement des hommes et opte pour une relativité des faits tournée vers les faits, remarque Gouillet dans la genèse d'Aconte et la formation du positivisme. Les deux théories élaborent une approche sociale qui naît à partir d'une réflexion autour de l'histoire des sociétés et du développement de la pensée humaine. Comte veut rallier les sociétés sous l'impact d'un esprit universaliste, scientiste, et se penche pour cela sur les écarts entre les sociétés et sur les différences entre des étapes chronologiques de la pensée humaine. C'est Hume qui fut, entre autres, à l'origine de cette vision de l'homme, de l'histoire et de la société. Nous avons deux philosophies anthropologiques qui établissent les fondements d'une vie sociale et d'une théorie morale ancrée dans la nature humaine, dans les désirs et les instincts incontrôlés, et qui exigent une régulation par la médiation de la sociabilité et du temps. Un second aspect rapproche les deux philosophes que l'on peut constater dans le cours, c'est la critique de l'idée de cause qui veut remplacer l'oiseuse recherche des causes finales et matérielles par celle des lois. Se repliant sur les données de l'observation, la connaissance n'est régie que par les deux principes de l'entendement chez Hume, la similitude et la succession reprises par Comte et qui donnent lieu au concept de loi. Elle est l'expression de connexion nécessaire qui exprime une légalité mathématisée de la nature selon Comte. Ce dernier renvoie à la critique de la causalité de Hume dans le volume 3 du système du politique positive. Il y confirme le caractère problématique de cette dernière. Et opte pour un relativisme cognitif que lui inspire Hume. La causalité n'est pas accoutumance comme chez ce dernier, qui tente de lui procurer une dimension objective. Elle est une loi, une connexion théorisée entre les phénomènes mais qui émane de l'esprit et qui lui est relative. Dans le volume 3 du système, il invoque Hume et Diderot comme ceux qui ont permis de forger une philosophie relativiste de la science. L'empirisme lui apprend que toute connaissance émane de l'expérience, de ce qui existe. Si les notions d'expérience et d'observation sont différentes, nos deux philosophes s'accordent pour critiquer les causes finales et pour remplacer cette notion par celle de conditions d'existence. Pour le philosophe écossais comme pour Comte, tout ce qui existe est et c'est du monde et de ses composantes qu'il faut partir. L'empirisme et le positivisme se retrouvent dans cette remise en question de la causalité. En effet, si Hume réduit la causalité à un phénomène insubjectif et à une inférence répétitive, Comte remplace le concept de cause par celui de loi.
Ces deux approches stipulent que la causalité est une cause efficiente qu'elle relève à la fois du domaine de la conjonction nécessaire et de l'ordre de la succession et la similitude. Ce dernier est un ordre réflexif renforcé par l'habitude, chez Hume, et par l'abstraction chez Comte, à travers laquelle il critiquera les causes premières et finales pour n'admettre que la loi appelée connexion nécessaire considérée. Une autre dimension se manifeste dans ce rapprochement, c'est la place que prend le corps et les sentiments dans les deux philosophies morales de Hume et Comte. La morale est définie d'abord comme plaisir et déplaisir, convenance et disconvenance intérieure. Selon Hume et Comte, la satisfaction intérieure est individuelle, mais aussi sociale. Le problème moral est pour les deux philosophes nécessairement une concordance entre intériorité individuelle et sociabilité, médiatisée par le corps, le jugement et l'attente d'un plaisir supérieur. Pour Hume, elle est un système de moyens orienté par des règles collectives, et pour Comte, la morale qui concerne l'existence individuelle doit devenir systématique et liée à individualité et sociabilité. Pour les deux philosophies, il s'agit de mettre les fondements d'une vie sociale en composant avec la nature humaine, en la corrigeant sans l'ignorer. Nous voyons en effet que lorsque Comte finit par rejeter l'idée d'une synthèse objective, celle qui adopte les principes de l'astronomie comme modèle, c'est vers Hume et Diderot qu'il se tourne pour trouver les principes théoriques de sa synthèse subjective. Dès lors, les idées de Hume réapparaissent avec force dans le système et dans le catéchisme positiviste. Tel est le projet de la synthèse subjective de Comte. Une synthèse par le cœur. Dans l'enquête sur les principes de la morale, que Comte a classée dans sa bibliothèque positiviste, Hume montre que la raison est la médiatrice entre la fin et les moyens. La raison trouve le moyen, en vue de la réalisation des fins des passions commandées par le sentiment. Les impressions vives sont les passions qui sont des élans affectifs qui visent spontanément des fins données, et elles sont une émotion puissante et continue qui domine la raison. Comte fait de la raison le ministre du cœur dans le discours sur l'ensemble du positivisme. Pour les deux philosophes, les passions interviennent comme instance de régulation de l'expérience chez Hume, devenue expérience sociale dans l'histoire par les retours vers la passion originelle, vers les cours des événements. La passion joue un rôle correctif des représentations fantaisistes, des croyances, des valeurs et des lois politiques, ce que Deleuze appelle un naturalisme positif. Pour Comte aussi, la régulation de la société, de la politique et de la connaissance se fait à son tour par l'amour comme principe social et politique. L'amour a les mêmes caractéristiques pour lui comme pour Hume, il envahit par son énergie, l'amour est énergie et tendresse. La raison n'a que des lumières et la passion de la force. Cette dernière va régler le rapport individualité-sociabilité, veiller à rallier les hommes par un culte individuel et un culte public, et à régler les esprits par l'octroi de la transmission d'un savoir dont la finalité est la vénération de l'apport de l'humanité. Par la suite, nous allons aborder les notions suivantes, passion, morale et raison. Les passions fixent les fins et la raison suit, elle devient seconde. Cette idée est reprise par Comte à partir de 1848. La raison prééminente dans le cours va devenir dans le système, ministre du cœur. Une affection collective religieuse va commander la société selon Comte. Elle aura besoin de la science pour cultiver les raisonnements maintenus et faire valoir l'apport des humains et la croyance en leur apport. Nous constatons toutefois que la question des passions et de la morale, dans les deux philosophies, se dégage de la dualité âme et corps pour être investie dans une problématique nouvelle, celle de l'hominisation se dégageant du cadre d'une pensée de l'ego cogito ou du sujet pensant comme chez Descartes. Selon Hume, l'instance affective régulatrice émane des événements et de l'histoire collective comme source de rectification. Pour Hume, les passions opèrent comme outil critique continu porté par l'histoire. L'expérience est corrigée par le plaisir collectif. Ce sont les événements de l'histoire qui critiquent l'ordre et le réactualisent chez Hume. Pour Comte, c'est l'ordre qui est une donation statique de la société qui fixe le progrès. L'amour est un principe, il inspire mais corrige et discipline les mœurs et les conduites. Comme passion chez Comte, il dépend d'une rationalité politique et philosophique qui lui octroie ses ressorts et ses fonctions. Il est pris à son tour dans une dualité positive qui traverse toute l'œuvre de Comte, et qui est celle de la théorie et de la pratique. Il y a l'amour dans sa spontanéité et l'amour, résultat d'une systématisation par la phrénologie, la sociologie et la morale comme science.
Ce qui est spécifique à ces deux théories de l'affectivité dans son rapport à la morale et à la justice, c'est qu'elles conçoivent la raison comme un simple moyen au service de fins fixées par les passions, et que ces deux philosophies accordent une grande importance à la sagesse pratique car la pratique est une évolution du désir et des valeurs. Le lien entre le rationnel et l'utile, et la fin à atteindre et à laquelle on consacre les moyens judicieux sont des thèmes communs à Hume et à Comte. Toute science n'est valable que dans la mesure où elle est utile. La pratique contient elle-même un savoir second au service du faire, afin que l'homme puisse maîtriser avec plus d'adresse son objet et orienter avec plus d'habileté son action. Le positif est le certain, mais on se demande, dès lors, jusqu'à quel point ce technicisme de la médiation ou de la rationalisation de la pratique et de la conjonction raisonnée entre fin et moyen n'opère pas comme un modèle épistémique généralisé chez Comte, dans la mesure où elle apostrophe. On pourrait entrevoir la possibilité de la rationalisation techniciste, non seulement de la pratique des arts mais aussi des pratiques vécues, puisque la philosophie devient chez Comte et plus précisément dans le système de politique positive, une philosophie de l'agir, et chez Hume est une philosophie facile commandée par l'expérience donc empirique. Cette problématique rejoint celle d'Aristote qui est celle d'une pensée prudentielle ou d'une sagesse pratique. Ces deux philosophies diffèrent cependant. En effet, la pensée de Hume se présente dans l'esprit dans une spontanéité irréductible et qui se confirme et trouve sa justification dans l'impression originelle incontrôlée et déterminante de par sa vivacité aveugle et naturelle qui domine la pensée. La philosophie empirique ne recourt pas à des concepts théoriques organisateurs de la pensée tels l'induction. Elle la critique et ne valide pas sa science par une forme d'objectivation extérieure spatialisée. Elle fait de la répétition et de l'habitude la source de la confirmation des certitudes présentées par la science de la nature humaine, et dont la confirmation n'est pas à l'extérieur de l'esprit puisque le monde n'est qu'un flux inconstant de mouvements d'atomes. C'est de l'intérieur de la pensée et par l'impact des impressions et de leur vivacité que des constantes se constituent. La contingence du réel médiatisé par le corps est la source du certain selon Hume qui ne manque pas d'incertitude. Dans sa recherche d'une science de la nature humaine ou d'un système complet des sciences, elle n'a pas de prétention à soumettre la société à une théorie scientifique qui la guide. Elle s'insère toujours dans une pensée de la pratique, c'est-à-dire qu'elle se rabat toujours sur l'ensemble de tous les phénomènes humains. Ceux-ci ont une base fondée sur un empirisme radical, autrement dit, leur fondement puise dans la nature humaine et s'observe dans l'expérience. Nous nous trouvons devant deux philosophies de la perfectibilité dans le temps, celui-ci conçu sous le mode du progrès chez Comte et de l'histoire chez Hume. Ce qui les rapproche, c'est la théorie de l'habitude ou des nouvelles habitudes acquises à travers l'expérience cumulative à travers le temps et avec Comte. Nous avons une culture artificielle qui va se fixer en instinct selon la loi physiologique de l'habitude de Bichat. Ce qui les différencie, c'est que le cours du temps est commandé chez Comte par l'idée d'ordre interne progressif entre trois dimensions. Le sentiment, la pensée et l'action sont d'ordre externe qui implique la possibilité de la domination de la contingence, donc la prévision. Le point de vue de Hume par contre laisse place à l'intervention, de l'inattendu et de l'événementiel, de la contingence et de l'invention. La pensée de Comte est scientiste, éducative et elle est régie par une rationalité scientifique de la prévision. Elle ne veut rien laisser au hasard y compris la conduite individuelle. Elle se fait aider par une théorie qui prend ses distances par rapport à la pratique pour la dominer. Pour cela, l'homme doit avoir une saisie scientifique de toute chose et prévoir tout devenir, savoir pour prévoir, prévoir pour agir, pour ordonner et organiser la société. Ce sont là globalement les idées qui sont développées dans la présente étude, la philosophie d'Auguste Comte et son rapport à la pensée de David Hume. Ce travail nous permettrait par la même occasion de cerner l'impact effectif de la pensée de Hume sur celle de Comte, car Comte est un lecteur de Hume. Celui-ci recouvre la question de la critique de la causalité, la vision de l'histoire et de la morale. Il concerne aussi les fondements d'une vie sociale et de leur théorie morale ancrée dans la nature humaine, dans les désirs et les instincts incontrôlés qui exigent une régulation par la médiation de la sociabilité et du temps qui sont à l'origine partiale et s'étendent progressivement. Bien que les deux approches philosophiques empiristes et positives soient différentes, Auguste Comte a été influencé par Hume depuis sa jeunesse. Cette influence se manifeste clairement dans les écrits de jeunesse,
1819 à 1828, et nous voyons aussi que Hume ressurgit à la fin du système de politique positive, 1851 à 1854, texte dans lequel Auguste Comte affirme qu'il appartient à l'école de Hume, et l'histoire de l'Angleterre, 1754 à 1762 de Hume. Les deux philosophies sont celles de l'expérience, elles critiquent le providentialisme, la superstition et la métaphysique. Elles se centrent autour de l'homme connaissant et confronté aux limites de son entendement et des moyens investis pour connaître le monde. Elles voient dans l'homme un corps dont émanent des sentiments, et l'envisagent donc sous la double dimension du physique et du moral. Ce sont donc deux philosophies anthropologiques de la finitude et du devenir. Pour Hume comme pour Comte, l'homme est soumis à ses passions puisqu'il appartient à la nécessité de la nature. Il est livré à lui-même et à l'idée de perfectibilité dans le temps qui est histoire pour Hume et progrès pour Comte. Plusieurs commentateurs de Comte ont suscité notre intérêt, l'attention et où le rapport de Hume à Comte a été évoqué sans être traité d'une façon intégrale. Ce sont les travaux qui ont été élaborés par Angèle Kremer-Marietti, Juliette Grange, Mary Pickering, Michel Bourdeau, Zeynep Ben Saïd Cherny, Jean-François Braunstein, Pierre Arnaud ECT. Nous avons par ce travail essayé à notre tour d'aller de l'avant, pour approfondir ce rapport entre deux théories philosophiques qui dominent à ce jour les théories épistémologiques et morales des philosophes contemporains. Le lien entre nos deux philosophes se confirme par les renvois de Comte à Hume, mais aussi par l'existence dans la bibliothèque de Comte des ouvrages philosophiques de Hume et qui sont Histoire d'Angleterre, Enquête sur l'entendement humain, L'histoire naturelle de la religion, les dissertations sur les passions, sur la tragédie et sur la règle du goût, ainsi que les recherches sur les principes de la morale et les essais moraux et politiques. Chapitre 1er Empirisme-positivisme, deux philosophies anthropologiques des limites et du devenir. Chapitre 1er Empirisme-positivisme, deux philosophies anthropologiques des limites et du devenir. Aucune science ne saurait être vraiment comprise sans sa propre histoire, toujours inséparable de l'histoire générale de l'humanité. Le véritable esprit historique est donc naturellement universel. Auguste Comte, Système de politique positive 3, Mathias Carillian-Guery et Védalmont, 5e édition. Paris, Société positiviste, 1929, page 2. L'histoire est une partie très enrichissante de la connaissance. David Hume, Enquête sur l'entendement humain, section 3, trad. D'André Leroy, Nathan, Paris, 1982, page 61. Hume et Comte se présentent comme deux pensées anthropologiques. L'homme est délimité à partir des impressions que subit son corps, et qui se structurent dans sa pensée. Le substrat organique qui le porte et ses fonctions physiologiques, ou comme les appelle Cabanis physiques, le déterminent. Dans les écrits de jeunesse, la science sociale, selon Comte, se distingue de la physiologie, elle regroupe la morale et la politique. Cette science qui est censée détecter les mécanismes qui régissent l'opinion publique est aussi une science qui repose sur la méthode historique, sachant que selon Comte, le véritable esprit de l'histoire est l'instinct général de la continuité humaine. Comte opte pour la relation qui établit que l'homme est un être biosocial. Il fait du le substrat physiologique le fondement du social, et son attitude est de rendre positive la science sociale en la ramenant à être essentiellement une simple conséquence de la physiologie. Cabanis est l'auteur de cette conception. Elle constitue le véritable but philosophique de son célèbre ouvrage sur le rapport du physique et du moral de l'homme. L'homme est enraciné dans l'ordre des empiricités qui l'entourent. C'est un être fini subissant la nécessité des êtres finis autour de lui. Il est le produit de son corps et des faits qui l'entourent. Quant à la conception de l'homme avancée par Hume, elle réside dans une approche immanente qu'il entrevoit sous la double dimension du physique et du moral, ou du corps et de ce qui en découle comme affection, douleur et plaisir mais aussi comme impression directe puis indirecte. Dans cet ordre d'idées, Michel Foucault n'insère pas la pensée de Hume dans les limites de l'épistémé de l'anthropologie, mais dans une genèse de l'ordre qui prend acte dans le mouvement qui lie l'imagination comme représentation à la nature extérieure semblable à elle-même. L'empirisme s'incruste dans la nature ou dans l'impression, mais il est réfléchi par l'imagination dans des structures de pensée ordonnées. Foucault situe l'empirisme dans une épistémé de la représentation, mais qui a des positions de limites et de conditions. Toutefois, et ce que relève Foucault,
c'est dans le lien indissociable entre nature et nature humaine que se forme l'ordre empirique représenté dans la pensée. Mais c'est le rapport immanent qui lie l'homme au monde qui le commande. Le débordement de la représentation est réalisé par l'imagination et par les moyens qu'elle se donne. Ressemblance, contiguïté et causalité. Tout cela relève de la nature humaine associée à la nature instable, mais vers laquelle on revient pour légitimer l'identité de la ressemblance et de la nécessité causale. Le rapport intérieur-extérieur persiste et le retour vers l'extérieur répétitif est dit expérience, il se répète. Nature et nature humaine permettent dans la configuration générale de l'épistémé, l'ajustement de la ressemblance et de l'imagination qui fondent et rend possible toutes les sciences empiriques de l'ordre. Cette rationalité liée à l'expérience examine l'homme en tant qu'être fini et incrusté dans sa nature et que ne commandent que ses impressions, ses sensations et son imagination. Auguste Comte et David Hume se présentent comme deux anthropologues de devenir. L'homme des sciences et de la passion marqué par le sceau de sa nature déploiera ses présuppositions philosophiques selon Comte, et les principes et les passions qui caractérisent sa nature humaine selon Hume. Les débuts tâtonnants et irrésistibles de leur histoire, fétichistes et anthropomorphiques déployés dans une temporalité de la succession corrective qui vient balayer le temps physique et discontinuité au sein duquel Descartes incruste l'homme, qui assure son existence immédiate. Pour Hume et Comte, l'homme se fait à travers le temps. Le lien indéfectible qui lie au monde et qui est disharmonie à l'origine le portera à mieux ajuster moyens et fins et à avoir au fil du temps une meilleure et une grande domination de ce qui l'entoure. Comte puise plusieurs idées chez Hume afin de cerner le profil de l'homme des origines. Mu pour l'attention au connaître et à la perfectibilité, l'homme agence moyens et fins d'abord d'une façon moraliste et irrésistible. La démarche de Hume est marquée sur ce plan par un repliement sur l'intériorité, les besoins, le plaisir, le succès. L'homme reproduit l'image du chasseur, c'est un homo economicus qui se reconnaît et devient heureux à travers ce qu'il conquiert et possède. Comte polytechnicien opte pour une démarche extérieure. L'homme tente de connaître, il s'émue et est étourdi devant l'inattendu, c'est l'imagination qui comblait entre les phénomènes. Sa quête est théorique et non historique. L'utile pour lui est affinement technique. C'est la disposition mécanicienne et techniciste traversée par la dualité théorie-pratique, de l'homo supérieur qui s'oriente vers l'homo faber qui caractérise l'approche anthropologique de Comte. L'homme des origines. Un fétichisme et disharmonie avec le monde. Hume et Comte font part des caractéristiques de l'homme dans les civilisations tardives ou les moins avancées. De ce que l'anthropologie culturelle appellera par la suite l'homme primitif. Selon Canguilhem, Auguste Comte apprécie le fétichisme comme la projection universelle du sentiment de vivre, vécu par le vivant individué. C'est une religion primitive qui dénote en dépit de sa recherche de la régularité dans les choses. Non pas les limites et le tâtonnement cognitif de l'homme, out autant que son pouvoir à réinventer l'ordre du monde, mais uniquement sa précarité devant les multiples contraintes qui, comme l'a entrevu déjà Hume, l'écrasent. Le fétichisme n'est nullement un simple acte mental qui étend et qui lie. Il est aussi l'expression d'une réaction affective et imaginaire et d'un sursaut de l'homme contre ses limites. On note que le fétichisme est une pensée particulière et concrète. C'est ce que Comte affirme dans la 52e leçon du cours de philosophie positive, qui a pour objet d'étudier cette religion primitive. Le rapport de l'homme des origines au monde est selon Hume comme selon Comte, un rapport disharmonie. Il est régi par une disconvenance entre les organismes et le monde. Cette dernière sera comblée par une approche imaginaire de substitution suscitée par notre nature, et par un type d'explication par causalité de ce qui advient autour de nous. Ce rapport est vécu sous le mode d'une passion violente, qui déstabilise le procès associatif de l'imagination. Dans l'Histoire naturelle de la religion 1757, Hume présente l'idolâtrie et le polythéisme comme les croyances les plus primitives des hommes. Selon Hume, la question du polythéisme n'est pas née d'un sentiment divin, mais des événements de la vie humaine. Or, cela pourrait nous conduire à penser que la religion ne serait peut-être que superstition puisque le polythéisme est la base des religions actuelles, car selon Hume nulle personne n'a pensé à l'existence d'un seul Dieu, au commencement, mais a inventé plusieurs divinités. Hume mentionne que
Considérons les progrès de la société humaine, de ses débuts grossiers à un état de plus grande perfection. Il me semble que le polythéisme ou l'idolâtrie a été et a dû être nécessairement la première et la plus ancienne religion de l'humanité. Hume essaie de confirmer cette vision originaire des croyances humaines par un retour à l'histoire. Il y a à peu près 1700 ans, toute l'humanité était polythéiste. Dit-il que le théisme aveugle a constitué un obstacle à la reconnaissance de cette réalité? Contemplez donc le clair témoignage de l'histoire. Plus nous remontons dans l'Antiquité, plus nous trouvons l'humanité plongée dans le polythéisme. Il semble certain qu'en vertu du progrès naturel de la pensée humaine, la multitude ignorante doit d'abord entretenir des notions vulgaires et familières des puissances supérieures, avant d'étendre sa pensée à cet être parfait qui confère l'ordre à l'entier agencement de la nature. Et c'est du lien de l'organisme humain au monde, de ses passions, ses craintes et ses espérances que naissent les premières croyances religieuses. C'est l'imprévu et l'inconstance dans la nature qui portent l'homme à la religion. C'est une explication d'ordre causal et non réfléchi qui porte l'imagination à chercher une cause éparse, cosmique et partout présente. L'imagination, ou la pensée représentative selon Hume, est soumise à des troubles qui l'immobilisent et qui ne sont pas de l'ordre de la surprise que l'on peut rapporter à un ordre acquis. La religion naît de l'étonnement, ou de quelque chose qui n'appartient à aucun ordre et qui bloque notre capacité associative d'imaginer. Porté par le besoin de connaître et de faire, l'homme trouve des explications causales de substitution. Il examine avec une attention perpétuelle les causes inconnues. Ces mêmes causes sont encore invoquées à tout moment critique. Et ces formes générales, ces images confuses recouvrent les perpétuels objets de nos espérances et de nos craintes, de nos souhaits et de nos appréhensions. Par degrés, l'imagination active des hommes. Et Hume ajoute que l'imagination va les représenter comme des êtres sensés, intelligents, semblables aux hommes. Ils sont aussi dotés de sentiments d'amour et de haine au point, admet Hume, qu'ils se laissent affecter par des offrandes, les supplications, les prières et les sacrifices. De là l'origine de la religion, et de là l'origine de l'idolâtrie ou du polythéisme. Cet homme des origines est aussi, selon Comte, soumis à la disproportion entre ses tendances à la puissance et la limite de ses moyens, entre ses imperfections physiques et ses désirs. L'homme vit selon un mode de causalité d'ordre animal de désir et de volonté, sans leur trouver les outils capables de les réaliser sauf une projection chimérique qui est le fétichisme. Dans son désir de puissance de connaître et de dominer la nature, l'homme opérant selon une pensée causale animera les corps inertes, les pourvoira de vie. Cette disharmonie entre l'organisme, ses exigences de puissance et ses limites et qui caractérise l'homme à ses origines, est une idée qui relie la vision anthropologique de Hume et de Comte. Cette tension instinctive de l'homme vers les difficultés qui le portent à se surpasser sans arriver à un but et dont fait par Comte dans le cours, trouve, selon Canguilhem, ses origines chez Hume. Dans une note de son article consacré à l'histoire des religions et histoire des sciences dans la théorie du fétichisme chez Auguste Comte, il affirme : on rapprochera cependant la thèse positiviste sur la discordance naturelle initiale entre les exigences et les pouvoirs de l'homme, et les réflexions de Hume sur l'origine de la justice, dans le traité de la nature humaine. Hume y insiste sur la disproportion qui existe entre les besoins infinis de l'homme et ses moyens extrêmement réduits. De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas contre qui semble-t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités. La religion lui procurera l'élan suffisant pour qu'il dépasse ses limites organiques et intellectuelles. Ce qui permet à l'homme de sortir de sa torpeur, c'est une explication causale. Ce qui caractérise l'homme des origines, c'est le désordre qui domine ses actions et sa pensée, mais aussi son rapport distordu avec le monde extérieur. 2. La tension instinctive au connaître. Hume et Comte ont ceci de commun, c'est le fait de présumer que la tendance primitive chez l'homme est de connaître le monde et de trouver des connexions internes, dans la pensée, qui lui en procurent une maîtrise. Cette disposition est appelée une tension instinctive au connaître. Les besoins intellectuels, dit Comte, n'auraient pas toujours existé sous une forme quelconque dans l'humanité, si l'on avait supposé l'existence d'une sauvagerie antérieure à celle du fétichisme. Et là,
Il rencontre Hume qui opte pour l'idée de ce besoin naturel au connaître incrusté dans la nature humaine. Dans le traité de la nature humaine, Hume fait part de cette disposition naturelle de l'homme à maîtriser le monde et à satisfaire ses besoins quelles que soient les difficultés à vaincre. Le plaisir de l'étude est dans l'acte de l'esprit, et dans l'exercice de la sagacité et de l'entendement pour comprendre la vérité. Hume ajoute, dans l'enquête sur l'entendement humain, que de la même manière que la nature nous a enseigné l'usage de nos membres, de même qu'elle a implanté en nous un instinct qui emporte la pensée en avant dans un cours qu'elle a établi entre les objets extérieurs. Le fétichisme comme expression culturelle initiale provient d'un blocage de cette tension vers le connaître et l'ordre que nous procureraient l'entendement et l'imagination. Elle est le résultat de l'étonnement et de l'inquiétude devant l'irrégularité dans le monde et dans l'esprit. Il en résultera une maladie de l'âme. Celle-ci est dépassée par un détour d'explication imaginaire et causale, qui apaise notre tourmente. Pour Comte, le fétichisme relève d'un biomorphisme, d'une mécompréhension de la nature que nous animons et d'un désir de victoire puisque les fétiches agissent à notre place. Comte ne considère point le fétichisme comme étant un simple mode d'explication, mais comme une attitude générale devant la nature, l'homme et aussi les animaux. D'ailleurs Comte y voit non seulement le premier âge de la philosophie théologique, mais aussi la source fondamentale, le fond primordial de toute pensée. Canguilhem a montré l'usage fait par Comte de la théorie du fétichisme, héritée du XVIIIe siècle. Le positivisme dans son relativisme considère le fétichisme comme un état de l'esprit imparfait, mais sans reproche. Il doit être dépassé, mais à l'époque du cours, il ne doit être ni condamné ni renié, et à l'époque du système, il doit être intégré à l'esprit positif. L'homme est passé du fétichisme au polythéisme grâce à l'essor naissant de l'esprit d'observation et d'induction, développé, comme cela doit être pour toute évolution sociale, d'abord chez les hommes supérieurs et à leur suite, dans la multitude. L'évolution intellectuelle de l'homme a pour premier principe la tendance primitive de l'homme à transporter involontairement le sentiment intime de sa propre nature à l'universelle explication radicale de tous les phénomènes quelconques. Cette tendance caractérise la philosophie théologique qui a pour objet d'expliquer la nature intime des phénomènes et leur mode. L'homme, dans une certaine mesure, a une connaissance de lui-même. Il y a chez Comte, comme le fait remarquer Henri Gouillet, une sorte de cogito pré-réflexif, qui porte l'homme à se regarder à l'origine comme le centre de tout, et non moins inévitablement à se poser en type universel, dit Comte. Dans l'article de Canguilhem sur le fétichisme de Comte, son auteur dégage les sources de l'approche adoptée par le fondateur du positivisme à propos de la pensée primitive. Il renvoie pour cela à l'ouvrage de Brosse de 1760 et intitulé « Du culte des dieux fétiches » et dont Comte aurait pris connaissance en lisant les écrits de Charles-Georges Leroy et qui sont les lettres philosophiques sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux suivies des lettres posthumes sur l'homme. La théorie du fétichisme selon Comte trouve aussi son origine dans l'histoire d'astronomie de Smith évoquée dans le cours de philosophie positive de Comte. Toutefois, et ce que ne manque pas de faire remarquer Canguilhem, c'est que les thèses de Smith sont à leur tour redevables à Hume. En tout cas, dit-il, que c'est partage de son immortel ami Adam Smith quand il déclare combien ce dernier, par ses ingénieux aperçus sur l'histoire générale des sciences et surtout de l'astronomie, a influé sur sa première éducation philosophique. En fait, les thèses de Smith viennent de Hume. La théorie de l'imagination chez Hume, traité de la nature humaine, soutient la théorie de l'étonnement chez Smith. La disproportion chez l'homme des origines entre ses désirs et les moyens dont il dispose est celle qui en a fait un idolâtre à l'origine. 3. Contrer la mort, action et réussite, l'homme chasseur et l'homme prévoyant. Nous retrouvons chez le fondateur du terme fétichisme, Charles de Brosse. De Brosse, ainsi que chez Comte, une élaboration la plus riche. L'homme associe l'intérieur à l'extérieur, il a plus instable, en unifiant le sentiment intérieur qui anime les choses et l'organisation sociale qui les répartit dans un espace. Ils ont su décrire la logique de ce mode de pensée, proche d'une logique de l'arbitraire des signes chez De Brosse et d'une mathématique des relations quelconques chez Comte. Ce qui apparaît ainsi chez De Brosse et Comte, c'est donc une logique intermédiaire entre la pure réflexivité de l'esprit et la simple régularité des choses.
C'est une relation spéculaire entre l'esprit et les choses, à travers laquelle l'esprit se mêle aux choses et les constitue en signification. Pour autant, cette logique reste chez Comte subordonnée au pôle subjectif où l'esprit se retrouve en lui-même au terme de son parcours dans les choses. Il est toutefois défini à partir d'un préalable ou à partir de ce qu'il devrait être et de ce qu'il n'est pas, selon Comte. Il est le négatif de ce qu'il devrait être. Le germe de positivité enraciné en lui, et la disposition à lier et à comparer les impressions lui font défaut. Entrevue à travers les normes du XVIIIe siècle, la nature humaine est régie par les principes qui dominent la nature et plus précisément la nature animale. La fiction est initiale, les troubles de l'imagination dominent. Cette maladie de l'âme est aussi celle de l'organisme déstabilisé par l'inconstance de ses troubles et de ses actions incontrôlées, ou par le déplaisir causé par le dérèglement qui en découle. L'homme est comme tout animal porté par des besoins de conservation. Pour Hume, il est de par sa nature soumis à l'indolence, la mélancolie et la léthargie. Si l'on s'installe dans l'indolence, c'est la langueur et la mort qui vont prévaloir. L'homme combat la douleur. Ses visées sont celles qui l'orientent vers le bonheur et la conservation de soi. En effet, c'est par là que les hommes sont quelquefois tirés de leur indolence léthargique. Ceux qui prennent plaisir à déclamer contre la nature humaine ont observé que l'homme est parfaitement incapable de se soutenir lui-même, et que si vous lâchez toutes les prises qu'il a sur des objets extérieurs, il sombre dans la mélancolie et le désespoir le plus profond. Hume a fait une comparaison de la passion avec celle de la chasse et celle du jeu. Évidemment, le plaisir de la chasse consiste dans l'action de l'esprit et du corps, dans le mouvement, l'attention, la difficulté et l'incertitude. Ces actions s'accompagnent d'une idée d'utilité pour avoir un effet sur nous. Dans cette comparaison, nous pouvons remarquer que dans les deux cas, nous devons avoir un objectif pour notre action. On a remarqué que le plaisir du jeu n'est pas seul intérêt, puisque beaucoup de gens délaissent un gain assuré pour s'adonner à cette occupation. Et il ne provient pas du seul jeu puisque les mêmes personnes n'éprouvent aucune satisfaction à jouer pour rien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.